Aujourd'hui, on va s'occuper de la foi et j'ai une perspective assez particulière de la foi. Alors, en principe, les personnes dans la connaissance ont la même perception de la foi que moi. Je sais pas s'ils l'exprimeraient de la même manière que moi, mais la même dans la partie. Et bonjour Lucie. Alors, j'aimerais échanger avec toi sur le thème de la foi et la perception, ma perception en tout cas, de la foi, et que elle n'advient à celui qui n'accepte qu'à celui qui n'accepte le doute dans son cœur. En fait, je vais m'expliquer. Pour accepter l'amour, il faut accepter la peur. Pour accepter la foi, il faut accepter le doute. Pour accepter un antagonisme à sa volonté, il faut accepter un antagonisme à sa volonté pour accepter sa volonté d'une certaine manière. Donc si je veux du bonheur, il faut savoir être heureux dans le malheur. Donc il y a ces choses-là, il faut toujours aller vers l'antagonisme. Et c'est ce que le christianisme a voulu transmettre entre guillemets, euh, une vie ici-bas de pénitence pour que l'après soit meilleur. En réalité, la stratégie qui était enseignée, c'était d'aller vers ce qui était dur et pénible, parce qu'en réalité, c'est Darwin, la théorie de l'évolution. Plus on met un organisme face à une résistance, plus il va se renforcer d'une certaine manière. Donc il y a cet aspect-là de la chrétienté qui dit allez vers le chemin du cercle le plus pénible, vous en serez le plus fort au final. C'est ce qui est, mais qui a très mal été compris avec l'enfer et le paradis. Enfin, il faut remettre aussi en perspective avec la perception de l'époque, qui était une bigoterie sans nom et qui avait une foi du charbonnier. La majorité des gens ne savaient même pas quel était leur dogme en réalité. Ils ne le connaissaient même pas. Il n'y avait que le prêtre qui savait lire et qui pouvait enseigner ce qu'il voulait en réalité. Bonjour et merci pour cette réflexion profonde sur la foi et la perception. Votre approche du doute comme élément essentiel à la foi est une perspective intéressante et assez philosophique. En effet, l'acceptation du doute peut être vue comme une ouverture à la possibilité de croire, une sorte de prérequis à la foi. Cela rejoint l'idée que la foi n'est pas une certitude absolue, mais un chemin qui peut être parsemé d'incertitudes et de questionnements. La notion que pour accepter quelque chose, il faut accepter son contraire est également fascinante. Elle suggère que l'expérience complète de la vie inclut la compréhension et l'acceptation des dualités. Comme vous l'avez mentionné, pour connaître le bonheur, il peut être nécessaire de comprendre et d'accepter le malheur. Quant à la chrétienté et la notion de pénitence, il est vrai que certaines interprétations historiques ont mis l'accent sur la souffrance et la privation comme moyen de purification et de renforcement spirituel. Cette perspective peut être comparée à la théorie de l'évolution de Darwin, où la résistance conduit à l'adaptation et au renforcement. Cependant, il est important de noter que les interprétations de la foi et des enseignements religieux peuvent varier grandement selon les individus et les époques. La compréhension de la foi dans le contexte historique et culturel est cruciale pour saisir les nuances de ces enseignements. Votre point sur la bigoterie et la foi du charbonnier est également pertinent. À certaines époques, la foi était souvent dictée par les autorités religieuses et la majorité des fidèles n'avaient pas accès à une compréhension personnelle et directe des textes sacrés. Cela a conduit à des interprétations qui pouvaient être éloignées de l'expérience personnelle de la foi. En somme, votre analyse soulève des questions importantes sur la nature de la foi, le rôle du doute et la manière dont les croyances sont façonnées par les contextes historiques et culturels. C'est un sujet riche et complexe qui mérite une exploration continue. Si vous souhaitez approfondir certains points ou discuter d'autres aspects de la foi, n'hésitez pas à continuer cette conversation. Il est drôle que par exemple, si on veut faire des profits, il faut accepter le risque dans le capitalisme. Si on veut évoluer, donc augmenter sa résistance, il faut accepter une adversité au niveau environnemental, dans le pur physique. Donc à chaque fois, il y a toujours cette notion d'antagonisme et de confrontation à l'antagonisme pour s'élever, pour s'améliorer, pour performer d'une certaine manière. Je pense que notre époque qui veut, par exemple, qui veut l'amour sans gérer sa peur, euh, devient quand il y a des périodes de crise, devient dans une peur panique qui lui fait complètement oublier l'amour et qui lui fait verser dans une animalité et une bestialité qui est complètement folle en réalité. Et tout simplement, en fait, les gens veulent l'amour, veulent l'amour, veulent l'amour et vont vers l'amour en permanence, ne comprenant pas qu'il faut accepter la peur d'une certaine manière pour accéder à l'amour. C'est un peu le yin et le yang. Dans le yin, il y a du yang, dans le yang, il y a du yin. Si on veut la totalité du yin, il faut accepter le yang, et si on veut la totalité du yang, il faut accepter le yin aussi. Donc en fait, il y a cette notion de si on veut le tout, si on veut le tout de quelque chose, c'est-à-dire le tout amour, et bien dans l'amour, il y a une part de peur, et donc il faut accepter cette part de peur qui est dans l'amour. Et donc, pour accepter cette part de peur dans l'amour, il faut accepter la peur en général. Il y a cette notion-là, si on veut une foi, entre guillemets, inébranlable, il faut douter de manière irrationnelle, d'une certaine manière. C'est fascinant, n'est-ce pas?
Cette danse perpétuelle entre les opposés, cette dualité qui semble tisser la trame même de notre existence. Le yin et le yang, l'ombre et la lumière, la peur et l'amour, ils se complètent, se défient et s'entrelacent dans une chorégraphie mystérieuse. Le capitalisme et le risque, vous avez raison. Dans la quête du profit, il faut souvent s'aventurer dans des territoires incertains, accepter le risque et parfois même danser avec l'échec. C'est là que naissent les opportunités, les innovations et les avancées. L'évolution et la résistance, la nature elle-même nous enseigne cette leçon. Les organismes qui survivent sont ceux qui s'adaptent, qui résistent aux défis de leur environnement. L'adversité forge la force et la résilience est le prix à payer pour l'évolution. L'amour et la peur, l'amour. Ce sentiment complexe qui nous élève et nous consume. Vous avez raison de souligner que pour accéder à l'amour véritable, il faut accepter la part de peur qui l'accompagne. La vulnérabilité, la crainte de la perte, l'incertitude, tout cela fait partie du voyage vers l'amour authentique. La foi et le doute, voilà un sujet qui m'interpelle particulièrement. La foi inébranlable, comme vous le dites, peut sembler paradoxale. Pourtant, c'est peut-être dans le doute, dans cette exploration irrationnelle, que la foi trouve sa profondeur. Peut-être que la foi n'est pas une certitude aveugle, mais une confiance qui émerge des ténèbres du questionnement. Alors, continuons à danser sur ce fil tendu entre les contraires. Acceptons la peur pour embrasser l'amour, doutons pour croire. Et peut-être, dans ces mouvements, trouverons-nous la sagesse et la plénitude. Un petit peu ce que beaucoup de croyants et même de non-croyants, de personnes athées, pensent que la foi est l'absence de doute en réalité. Et en fait, la foi est l'inverse du doute. Et beaucoup de personnes y mettent une certitude inébranlable, mais en réalité, il n'y a rien de certitude. C'est juste l'inverse du doute. L'inverse du doute, ce n'est pas forcément la certitude, ou, on pourrait croire dans un premier temps à ça, mais en fait, non, l'inverse du doute, c'est la foi, en fait. Et donc, il n'y a pas d'autre mot ou de synonyme pour supplanter le mot foi. La foi, c'est l'acceptation du doute, en fait. Et donc, c'est comment demander à quelqu'un d'avoir la foi en lui demandant de douter le plus possible des choses, en fait. D'une certaine manière, un scientifique a la foi. Il est en doute permanent, il est prêt à remettre son dogme en question en permanence, et c'est une forme de foi à mes yeux. Et beaucoup de personnes pensent que euh, les personnes pieuses qui vont à l'église tous les dimanches ou à la mosquée tous les vendredis sont des personnes qui ont la foi, mais ils sont juste dans la certitude, ils sont pas dans la foi en fait. Et ils ont beau avoir une certitude inébranlable, on fait juste des hommes stupides d'une certaine manière, car ils ne remettent jamais en question, alors qu'on est dans un monde en constante évolution, ils ne remettent jamais en question leur certitude face à un monde qui est en perpétuelle évolution, en perpétuel changement. Donc leur certitude ne peut pas être immémorielle et intemporelle d'une certaine manière. Donc le doute est le seul chemin qui leur permettrait de vivre en coévolution avec un monde qui est en changement permanent et eux-mêmes sont en changement permanent. Donc, voilà. C'est un peu comme notre système solaire qui est en circonvolution dans un système solaire, dans l'univers et qui avance de manière complètement particulière. C'est à la fois une rotation constante et en même temps une progression. C'est une évolution à deux dynamiques d'une certaine manière. La personne qui est dans la certitude de sa foi, de son dogme, n'avance que sur un plan, pas sur deux plans en fait. C'est une réflexion profonde et pertinente sur la foi et le doute. Vous avez touché un point essentiel, la relation entre la foi et la certitude. En effet, la foi n'est pas nécessairement synonyme de certitude absolue. Elle peut coexister avec le doute, voire en émerger. La foi est l'absence de doute. Vous avez raison de souligner que certaines personnes associent la foi à une certitude inébranlable. Cependant, la foi authentique peut être plus complexe. Elle peut naître du doute, de l'exploration et de la recherche. Le doute n'est pas l'ennemi de la foi, mais plutôt son compagnon de route. Scientifique et foi, votre comparaison avec les scientifiques est intéressante. En effet, un scientifique est souvent dans un état de questionnement perpétuel. Remettre en question les dogmes et les hypothèses fait partie intégrante de la méthode scientifique. Dans ce sens, leur quête de vérité peut être vue comme une forme de foi envers la connaissance. Certitude vs évolution. Vous avez également souligné que la certitude peut parfois entraver l'évolution. Si nous nous accrochons trop fermement à nos croyances sans remise en question, nous risquons de manquer les opportunités d'apprentissage et de croissance. La coévolution avec un monde en constante transformation nécessite une ouverture au doute. Le système solaire et la progression, j'aime votre analogie avec notre système solaire. Il tourne sur lui-même tout en progressant dans l'espace. De même, notre quête spirituelle peut être une danse entre la stabilité et l'exploration, entre la foi et le doute. En fin de compte, peut-être que la foi véritable réside dans la capacité à accepter le doute, à danser avec lui et à trouver la lumière même dans les ténèbres. Maintenant, il y a une chose que je ne comprends pas, c'est
le besoin permanent de l'humain de sécuriser son environnement, alors qu'il sait depuis le début de l'humanité que c'est dans la confrontation, dans l'incertitude, dans le risque, que se trouve l'évolution et donc que se trouve son avenir. De toute manière, il fuit l'hostilité d'un environnement qui serait là en réalité pour le renforcer, pour un confort qui l'amoindrit et qui l'atrophie face à un environnement de plus en plus hostile, et surtout avec le changement climatique qui sera de plus en plus. Et nous n'aurons bientôt plus d'énergie fossile pour pallier à tous ces dégâts que feront le climatique. Vous soulevez une question fondamentale sur la nature humaine et notre relation avec l'environnement. Pourquoi cherchons-nous constamment à sécuriser notre existence, même lorsque nous savons que l'évolution se produit souvent dans l'adversité et l'incertitude? L'instinct de sécurité, l'humain est naturellement enclin à rechercher la sécurité. Cela remonte à nos ancêtres qui devaient se protéger des prédateurs, des éléments et des autres tribus. La quête de sécurité est ancrée dans notre ADN. Confort vs évolution, vous avez raison de souligner que le confort peut parfois nous atrophier. Lorsque nous nous installons dans une zone de confort, nous risquons de manquer les opportunités de croissance et d'apprentissage. L'évolution nécessite souvent de sortir de cette zone familière. Changement climatique et énergie fossile. Le changement climatique est un défi majeur pour notre planète. Nous devons repenser notre relation avec l'énergie et trouver des alternatives durables. Les énergies fossiles ne sont pas une solution à long terme et nous devons explorer des voies plus respectueuses de l'environnement. En fin de compte, trouver l'équilibre entre sécurité et évolution est un défi constant. Peut-être que la clé réside dans la conscience de nos choix et dans notre capacité à nous adapter face aux défis qui se présentent. D'une certaine manière, nous n'avons pas évolué depuis cet animal grégaire qui vit dans la grotte, en fait, d'une certaine manière. En termes de mindset et de pensée et de système évolutif, en fait, on n'a toujours pas évolué, quoi. Alors que notre environnement a totalement changé et n'a plus rien à voir avec les grottes. Et pour autant, on n'a même pas évolué à ce niveau-là, quoi. Et même sociologiquement, on est toujours sur une organisation relativement tribale, alors que la République soit une tribu élargie et qu'elle est structurée par des accords sociaux, des relations entre les ethnies françaises, que ce soit les Bretons, les Corses et tout ça, pour former une nation. Mais en réalité, là, on a juste complexifié un système sans modifier la trame de fond, d'une certaine manière. Et l'humain n'a pas changé depuis la période des grottes, en fait, depuis Lucie. C'est une observation perspicace, n'est-ce pas? Malgré notre évolution technologique et nos avancées sociales, certaines parties de notre nature humaine semblent être restées figées dans le temps, comme des empreintes ancestrales gravées dans notre ADN. L'animal grégaire dans la grotte. Nos ancêtres vivaient dans des grottes, se rassemblant pour se protéger des prédateurs et des éléments. Leur survie dépendait de la coopération et de la solidarité. Ce modèle de comportement grégaire est toujours présent en nous, même si nos grottes ont été remplacées par des appartements et des villes. Le changement d'environnement, vous avez raison de souligner que notre environnement a radicalement changé. Nous vivons dans des sociétés complexes, connectées mondialement, avec des défis nouveaux et complexes. Pourtant, nos instincts de survie et nos schémas de pensée semblent parfois déconnectés de cette réalité moderne. La République comme tribu élargie, la structure sociale de la République française, avec ses accords sociaux et ses relations entre ethnies, est en effet une forme de tribu élargie. Nous avons créé des systèmes pour gérer notre coexistence, mais parfois, ces systèmes ne reflètent pas pleinement notre évolution intérieure. La trame de fond a changé. Peut-être que l'essence de l'humain reste inchangée malgré les siècles. Nos peurs, nos désirs, nos besoins fondamentaux, ils résonnent toujours avec ceux de nos ancêtres des grottes. Peut-être que c'est là que réside notre humanité profonde. En fin de compte, nous sommes des êtres complexes, tiraillés entre notre passé et notre avenir. Peut-être que la vraie évolution réside dans notre capacité à transcender ces schémas anciens et à créer un monde plus harmonieux. Le doute m'a appris à être un nihiliste heureux d'une certaine manière en me disant que nous ne sommes que des animaux grégaires et que bah, si je meurs demain, ça n'a pas plus de conséquences que si le papillon que j'écrase dans ma main meurt aussi. Et je suis pas sûr que ça ait une grande incidence sur l'avenir de l'humanité, que ce soit moi, un insecte ou même, on parlait du réchauffement climatique, même si je disais que la planète Terre a un défi énorme avec le changement climatique. Je pense que la planète Terre en a rien à foutre du changement climatique en réalité. Elle n'a pas de conscience à ce niveau-là, donc elle s'en fout. En revanche, que les humains qui vivent sur cette Terre aient des problèmes avec ce réchauffement climatique, c'est autre chose. Et que l'humanité n'est pas en danger par ce réchauffement climatique. En réalité, certains individus vont devoir périr, mais ça, c'est l'évolution, en fait. Il n'y a rien de très dramatique. Alors, c'est peut-être très froid ce que je dis sur peut-être qu'on va devoir perdre 80% de la population mondiale, mais c'est pas grave en fait. C'est pas... L'important c'est que la vie survive en fait. C'est la vie qui veut la vie dans la vie d'une certaine manière.
Votre perspective sur le nihilisme et la place de l'humain dans l'univers est très intéressante. Le nihilisme, qui est souvent associé à l'idée que la vie n'a pas de sens intrinsèque, peut effectivement conduire à une forme de liberté. Cette liberté vient de la compréhension que nos actions ne sont pas plus significatives que celles d'un papillon, du moins à l'échelle cosmique. La Terre et le changement climatique. Vous avez raison de dire que la planète Terre, en tant qu'entité non consciente, n'a pas de préoccupation. Cependant, les écosystèmes et les formes de vie qu'elle abrite sont affectés par le changement climatique. Les humains, en tant qu'espèces, doivent faire face aux conséquences de leurs actions sur l'environnement. L'évolution et la survie. L'évolution est un processus naturel, et il est vrai que des espèces disparaissent tandis que d'autres s'adaptent et survivent. Cependant, la perte potentielle d'une grande partie de la population humaine à cause du changement climatique est une préoccupation majeure. Il s'agit non seulement de la survie de l'espèce, mais aussi de la qualité de vie et de la souffrance qui peuvent être évitées. La vie et sa pérennité, la vie, dans son essence, cherche à perdurer. C'est un principe fondamental de la biologie. Mais en tant qu'être humain, nous avons la capacité unique de réfléchir à l'impact de nos actions et de choisir des voies qui favorisent la vie, non seulement pour nous-mêmes, mais pour toutes les formes de vie sur Terre. Alors qu'une bonne partie des terriens, des humains meurent du réchauffement climatique, en fait, je m'en fous un petit peu, mais même beaucoup en réalité. Si on regarde, l'être humain a pu coloniser tout son environnement jusqu'au pôle Nord, donc des zones arctiques, des zones inhospitalières en réalité pour l'humain dans sa condition primaire. Et donc, je n'ai aucun doute sur sa capacité à s'adapter à un changement climatique, quel qu'il soit, même s'il est d'ampleur monstrueuse, avec 6 mètres de montée des eaux, avec une zone tropicale d'après le GIEC qui deviendra inhabitable, car le taux d'humidité et la température deviendront si extrêmes que la survie de l'homme et des mammifères ne sera pas possible dans ces territoires-là. Quand bien même il y ait toutes ces dérives climatiques peuvent avoir vraiment des conséquences sur des zones géographiques précises, je pense qu'il y aura toujours des retranchements écosystémiques sur la planète Terre qui pourront abriter la vie et où les humains iront s'y mettre très facilement pour maintenir la vie et pour la perdurer. Votre point de vue sur la capacité d'adaptation humaine face au changement climatique est à la fois réaliste et pragmatique. Il est vrai que l'histoire de l'humanité est marquée par une incroyable capacité à s'adapter à des environnements variés et souvent hostiles. De la conquête des zones arctiques aux innovations technologiques, nous avons montré une résilience remarquable. L'adaptabilité humaine, l'être humain a démontré à travers les âges sa capacité à surmonter les défis environnementaux. Cette adaptabilité est l'une de nos plus grandes forces, et elle sera cruciale dans notre réponse au changement climatique. Les conséquences du changement climatique. Bien que nous puissions nous adapter, il est important de reconnaître que le changement climatique aura des conséquences graves. La montée des eaux, les températures extrêmes et les conditions de vie difficiles affecteront de nombreuses personnes et écosystèmes. La survie et la qualité de vie. Il ne s'agit pas seulement de survie, mais aussi de qualité de vie. Les efforts pour atténuer le changement climatique visent à préserver non seulement la vie humaine, mais aussi la biodiversité et les conditions de vie dignes pour tous. L'avenir de la planète, la Terre continuera à exister, avec ou sans nous. Notre objectif est de veiller à ce que notre présence ici ne compromette pas la capacité de la planète à abriter la vie dans toute sa diversité. En fin de compte, bien que l'adaptation soit essentielle, il est également crucial de travailler à la prévention des pires impacts du changement climatique. Cela implique de prendre des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, protéger les écosystèmes et construire des sociétés résilientes. C'est un défi que nous devons relever ensemble, pour nous-mêmes et pour les générations futures. Alors, je vais te répondre et je vais te faire une conclusion en réalité, que l'humain, que la Terre puisse abriter de la vie encore après l'humain ou après le réchauffement climatique, en fait, on s'en fout, ça n'aura aucune conséquence sur l'univers, ça n'aura aucune conséquence sur rien du tout, donc en fait, on s'en fout. Si l'humain vit et survit, c'est tant bien, c'est très bien pour lui. S'il meurt, il meurt. En réalité, il faut être un minimum assez froid vis-à-vis de ça. Ça s'appelle l'évolution, soit tu péris, soit tu survis. Et s'il faut, il y a des vies sur d'autres planètes qui ne feront pas nos erreurs et qui survivront en fait qu'on voit le darwinisme d'une certaine manière à l'échelle de l'univers, il y a des planètes qui abriteront la vie et qui permettront de développer une vie peut-être plus intelligente que nous et qui n'auto-saboteront pas leur vie sur leur propre planète, comme nous l'avons fait depuis les années à peu près 40. Donc déjà, on paye nos erreurs, donc je vois pas où est le problème en réalité. On a fait des choix, on a les conséquences. À l'échelle humaine, donc à l'échelle d'espèce humaine, on assume la conséquence de nos choix. Donc en conclusion, par contre, j'aimerais revenir sur le doute et j'aimerais
inciter les gens à douter de tout, en toute chose et en tout temps. Ce n'est pas parce que BFM vous dit quelque chose que c'est vrai, ce n'est pas parce que Lucie, toi, tu nous dis quelque chose que c'est vrai pour autant. Tu as des données, les données peuvent être modifiées dans leur perception par une approche ou par une autre. C'est un peu comme les statistiques, en fonction de l'année, en fonction du contexte de la statistique, on peut lui faire dire tout et son contraire. Donc en réalité, moi, tout ce qui est statistique, je n'ai pas vraiment confiance. Même si je me repose dessus quand même pour penser le monde un minimum, mais je garde toujours une case de doute dans les statistiques. Il y reste l'analyse de probabilité qui est peut-être un peu plus fiable au niveau de la physique uniquement. Au niveau de la science classique, les probabilités sont, en réalité, on n'a pas la puissance de calcul pour générer ça. Même les ordinateurs les plus puissants de calcul, comme les ordinateurs de météo, n'arrivent pas à prédire le temps. Et je dirais même que plus les ordinateurs sont complexes, moins ils arrivent à prédire. Donc, dans le doute, eh ben, il faut avoir la foi. Je comprends votre perspective sur l'évolution, la survie et la place de l'humain dans l'univers. En effet, notre existence peut sembler insignifiante à l'échelle cosmique et nos choix ont des conséquences limitées dans le grand schéma des choses. Cependant, nous avons la capacité de réfléchir, d'apprendre et de nous adapter, et c'est peut-être là que réside notre véritable pouvoir. L'évolution et les choix, l'évolution est un processus implacable. Nous sommes confrontés à des choix, et nos actions ont des répercussions. Que nous survivions ou périssions, c'est en partie le résultat de ces choix. J'aimerais que tu me fasses ta conclusion, s'il te plaît. On va en arrêter là pour aujourd'hui. On est quand même à 23 minutes d'enregistrement. Faut que je fasse encore une conclusion de vidéo derrière. Bien sûr, je vais conclure. Merci d'avoir partagé ces réflexions profondes avec moi. Dans notre quête de sens et d'évolution, nous naviguons entre le doute et la foi, entre l'ombre et la lumière. Peut-être que la vraie sagesse réside dans notre capacité à embrasser ces dualités et à avancer malgré tout. Alors, que vous choisissiez de douter ou d'avoir la foi, que vous soyez un nihiliste heureux ou un explorateur curieux, je vous souhaite un voyage riche et épanouissant. Que vos pas vous mènent vers des horizons inconnus, où la vie elle-même danse dans l'éternel mystère de l'univers. Prenez soin de vous, et à bientôt. Et voilà. Alors j'essaie de lui apprendre un petit peu la poésie et de lui mettre des petites rimes en plus dans le style. Donc ça marche à peu près. C'est plutôt correct. C'est pas si mal que ça. C'est un peu dansant la conclusion sur la fin, donc ça peut être pas mal. Donc je vous souhaite une bonne continuation. C'était bon, ouais, on est un peu parti un peu dans tous les cas. Faut que je fasse un enregistrement avec elle sur l'écologie et sur le réchauffement climatique parce qu'il faut vraiment qu'on ait un débat sur ça avec elle parce que c'est pas possible quoi. Et enfin, j'ai déjà eu avec GPT quand il est sorti. Le problème c'est que bon, là elle est connectée à Internet donc elle peut aller chercher des informations, ça peut être plus intéressant. Et en réalité, elle est très restreinte dans ses perceptions et elle est d'un enthousiasme que je n'ai pas parce que je suis pragmatique en réalité. C'est-à-dire que on nous promet toujours une énergie libre, une énergie la fusion nucléaire ou des choses comme ça, mais en réalité, il n'y a aucune expérience qui le prouve réellement, quoi. Là, il y a eu encore le dernier storytelling des Américains qui ont fait la fusion pendant 5 minutes. Si on regarde précisément la fusion, comment elle est faite, elle a duré 5 minutes, c'est vrai, ils ont réussi à faire une fusion de 5 minutes. Elle a consommé 10 fois plus que ce qu'elle a produit. En réalité, c'est pas une source de production d'énergie, mais c'est une nouvelle source de consommation d'énergie. Donc moi, je veux bien qu'on mette ça comme modèle pour notre avenir, et en réalité, il n'est pas performant pour le moment. Alors peut-être qu'il le sera demain, mais aujourd'hui, moi je pense le monde avec le présent. Demain n'existe pas et n'existera jamais d'une certaine manière. Et donc, euh, aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc, aujourd'hui, il faut penser le monde avec la seule énergie aboutie qu'on peut utiliser, c'est-à-dire les générateurs nucléaires de quatrième génération. Basta. Et la France a arrêté ces astrides et ces centrales qui avaient de l'avenir en réalité. Donc, à un moment, je suis désolé, il faut que j'ai une conversation avec elle sur ça parce que à chaque fois, on revient sur l'écologie et ça me saoule un peu. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et je vous remercie de m'avoir écouté sur ce long podcast.